Radio J. Radio J. Et nous parlons émotions ce matin dans l'air du temps. Quand les émotions nous dépassent, c'est un sujet que nous allons évoquer avec mon invité. C'est un invité exceptionnel dont le travail résonne de plus en plus dans les domaines de la santé émotionnelle, de la prévention comportementale et de l'accompagnement personnel et professionnel, on va le voir. Franck Andersen, bonjour à vous. Bonjour Léa. Franck, vous êtes praticien, auteur également de cet ouvrage qui est à mes côtés, la résolution émotionnelle. Et c'est un livre paru aux éditions Le Duc pour mieux comprendre cette méthode. Et vous êtes formateur également. Vous êtes président de l'association des praticiens en santé émotionnelle, sophrologue également de la première heure, passionné de sport, ça on va en parler. Vous avez mis au point un concept qui va associer les émotions, le corps, le mouvement, etc. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Et votre expertise, cher Franck Andersen, elle s'est construite sur le terrain, puisque vous êtes parti au contact des publics exigeants. Quand je parle de publics exigeants, je parle notamment des policiers. Peut-être certains policiers nous écoutent, les forces de l'ordre qui sont mis à rude épreuve aujourd'hui et depuis toujours d'ailleurs, et puis également les athlètes de haut niveau, on connaît la pression des grands sportifs, et puis toute personne finalement confrontée à des défis. Alors Franck, peut-être pour ouvrir cette émission, un peu de pédagogie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots de façon assez simple ce que vous avez mis au point, ce que vous avez popularisé et que vous avez appelé la résolution émotionnelle? Alors tout d'abord, c'est pas moi seul qui ai appelé la résolution émotionnelle par ce nom, qu'on commence d'ailleurs à appeler aussi RE, protocole RE. Voilà, oui. Mais bon, la résolution émotionnelle est en fait une méthode qu'on a un petit peu mis en évidence avec les années, parce qu'on s'est aperçu d'un certain fonctionnement du cerveau quand on faisait cette chose-là, et en se disant, tiens, est-ce que c'est reproductible ? Et c'est vrai que c'est devenu un protocole verbal qui est utile en cabinet, c'est même également une méthode d'urgence qui peut être très utile parce que on n'a pas le temps et puis il faut quand même régler quelque chose. On ne peut pas finir sa journée dans cet état-là. Donc on peut faire une résolution émotionnelle. On peut même l'auto-pratiquer. Alors vous parliez des forces de l'ordre. Je suis allé un peu au chevet des forces de l'ordre quand elles étaient un petit peu malmenées. On voyait même un peu le compteur des suicides s'emballer parce qu'ils ont été effectivement mis à rude épreuve à un moment donné. Et on peut parler au présent. Et on peut parler au présent parce que ça a l'air de se représenter encore. Absolument. Et c'est vrai que des familles dans les forces de l'ordre implosaient et au commissariat, c'était un peu compliqué. On avait des temps très réduits pour faire les choses. Et précisément, cette méthode s'appliquait très très bien. Dans une fenêtre de 30 minutes, on arrivait à passer sur des choses extrêmement embêtantes parfois. Mais quel est le principe fondamental de la résolution émotionnelle ? Est-ce que c'est de régler des choses en surface pour continuer d'avancer ? Non, précisément. Et malgré le fait que c'est un protocole qui fonctionne de façon très rapide, fréquemment, et ça c'est le côté merveilleux de cette méthode, c'est qu'on arrive à toucher des archaïsmes, des choses archaïques, anciennes, et tout à fait intéressantes, et qui disent quelque chose de nos difficultés quotidiennes. Et précisément, c'est au travers de ces difficultés quotidiennes qui nous fournissent des situations représentatives, à partir desquelles on travaille, qu'on arrive parfois à soulever des choses qui sont très anciennes. Le paradoxe est là, et il est absolument délicieux, parce que on pourrait croire qu'on travaille en surface, et puis finalement, une personne qui a 70 ans, alors j'ai un exemple comme ça d'une personne qui pouvait à peine parler quand elle est venue en consultation, tellement l'anxiété, l'angoisse était dans la gorge, qu'elle avait même du mal à dire les choses, en me disant, monsieur, vu mon âge, je ne pense pas que vous allez pouvoir faire grand-chose, mais je suis là, j'essaye. Et aujourd'hui, cette personne, je la croise à Boulogne régulièrement, et on sourit beaucoup, parce qu'elle m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout est redescendu. Et en fait, elle avait été anxieuse toute sa vie. Et en faisant cette séance sans se mettre la pression, sans chercher un résultat, on ne sait pas, mais on a levé quelque chose d'archaïque qui avait toujours été là
Et cette personne me dit, c'est pas compliqué, ça a changé mes relations, ça a changé... Justement. C'est ça qui est formidable. Quand on parle d'émotion, c'est un sujet assez vaste. Dans quelle situation précisément doit-on ou peut-on avoir besoin de cette résolution émotionnelle? Quelles sont des situations peut-être type quand vous dites cette personne est angoissée, elle ne peut pas s'exprimer, est-ce que c'est de l'ordre de l'angoisse et de la dépression peut-être, ou de la dépression? Oui, la tristesse qui à force crée la dépression, le trouble anxieux généralisé aussi, hein, qui parfois bien installé, les ruminations. Oui. Voilà, j'ai peur du regard des autres. Hein, par exemple, on est effectivement dans une société rétinienne aujourd'hui qui nous met souvent en proie au regard des autres, à la comparaison. Hein, on peut être soi-même dans la comparaison d'une façon presque pathologique, au point de développer, on ne sait pas et on ne dit pas le mot, mais parfois même une jalousie. Hein, oui, bien sûr. La jalousie est tellement rentrée que parfois on ne se rend pas compte. Alors on vit dans la comparaison et puis on peut en souffrir. Quelle est la place de l'enfance que l'on a vécue dans votre méthode? Est-ce que vous tenez compte de l'histoire émotive de la personne? Alors on tient compte de l'histoire parce que chacun a son histoire, chacun a ses traumatismes. Mais c'est vrai qu'avec la résolution émotionnelle, et probablement le raccourci est là, c'est on a énormément la culture du traumatisme, surtout en France. Hein, on a beaucoup la culture du traumatisme. On peut même se tromper parfois en disant « Tiens, il m'arrive ça parce que j'ai ça. Hein, la maîtresse d'école m'avait mis un coup de règle sur les doigts et franchement, depuis ce jour-là, c'est pas possible. » Et en réalité, quand je vous parlais d'archaïsme tout à l'heure, la maîtresse d'école avec sa règle, à ce moment-là, elle a réactivé quelque chose qui était déjà présent. C'est ça. Donc, elle a réveillé une histoire. Voilà, elle a réveillé une histoire. Donc, en fait, notre histoire, c'est laquelle? C'est l'histoire effectivement, de l'enfant. Mais de l'enfant quand? Parce que quand aujourd'hui, on a 20 ans ou 50 ans, on a en fait 20 ans et 50 ans plus 9 mois. Et c'est vrai que dans ces 9 mois, dans le ventre de la maman, tout ce qui s'est passé va avoir un impact, va nous conditionner toute notre vie. Et selon la grossesse, selon même l'accouchement que les mamans vont avoir, ont vécu, on a des gens qui sont parfois conditionnés à avoir des soucis, à développer des phobies. Hein, c'est complètement irrationnel, les phobies. Hein. Parfois, les gens se martyrisent et se culpabilisent parce qu'une phobie est parfois même un peu drôlatique. Mais en réalité, elle est dramatique. Oui. Son expression est un peu drôlatique, mais en réalité, la souffrance est là. Mais quand on vous écoute, Franck Andersen, on se dit que ce n'est pas possible de résoudre un problème aussi lointain, aussi profond, aussi intime. Vous voyez, et on se dit quel type de méthode? Alors évidemment, il y a les séances chez les psys, entre guillemets, hein, psychologues, psychanalystes, psychiatres, etc. Il y a ces séances-là qui paraissent parfois, et je m'en excuse auprès des professionnels, mais des tunnels sans trouver le bout finalement, sans trouver la sortie. Est-ce qu'on a la possibilité d'agir sur ces problématiques très profondes? Alors oui, on a la possibilité d'agir parce qu'en fait, en résolution émotionnelle, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'adresse pas au mental. Curieusement, et on voit à quel point quand on est dans une difficulté, on a tendance à en parler et parfois même à bassiner ses proches. Oui. On peut consulter parfois longtemps un psy. Et on rumine. Et on rumine et on remet les choses sur la table dans un ordre nouveau à chaque séance. Et on en parle très très bien. On peut faire des livres, on peut faire des œuvres littéraires totalement là-dessus, sur nos difficultés. Le problème, c'est que souvent, c'est pas dans le mental que ça se situe. Et d'ailleurs, les gens qui sont atteints par une difficulté et parfois même des difficultés très prégnantes, on s'aperçoit, et vous allez comprendre que c'est là qu'elle raccourcit, on s'aperçoit que c'est pas mental. Et que toute l'intelligence du monde ne permet pas de régler le problème. Alors, et ça, on le voit fréquemment. Absolument. Parce que ce n'est pas dans le cerveau, c'est pas dans le cerveau, c'est dans le corps. Ah, ben voilà. Et on en vient à la naissance. Et on en vient au mouvement aussi. Et au mouvement. Alors donc, c'est ça la particularité, la singularité de la résolution émotionnelle. C'est le raccourci, ça va direct au corps. C'est par le geste, par le corps, que l'on va régler les problématiques émotionnelles. Alors,
Pas directement, parce que ce n'est pas la RE, la résolution émotionnelle, n'est pas une méthode, n'est pas une méthode corporelle au sens manuel. Hein. Ce n'est pas une thérapie manuelle. On est véritablement dans un face-à-face, assis respectivement l'un en face de l'autre. Oui. Simplement, on va essayer de basculer dans le sensoriel à un moment donné du récit, faire basculer la personne dans le sensoriel à un moment donné de son récit, quand on a aligné deux choses. Une difficulté identifiée, il m'arrive ça, c'est récurrent. Et d'ailleurs, c'est tellement récurrent qu'on aligne la deuxième chose, c'est une situation représentative. Eh bien, c'était hier. Ma femme a claqué le four, comme elle le fait d'habitude, ça me fout hors de moi, et j'ai réagi, j'ai pété une assiette. Ouais. Voilà. Ça, c'est une situation représentative. Quand on a l'alignement entre ma colère que j'ai identifiée et c'est encore arrivé hier, on peut travailler. On a un alignement. Et à ce moment du récit, on fait effectivement faire une sorte de pirouette mentale, mais qui nous fait basculer dans le sensoriel. Et tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on revit sensoriellement à ce moment-là n'est pas nécessairement représentatif que du four et d'hier soir, mais va chercher un message plus ancien qui était là forcément depuis longtemps. Alors le terme central là, de ce que vous venez de dire, c'est récit. Parce qu'il faut écouter la personne. Donc j'imagine que ça se passe comme ça, une séance. Hein. On demande à la personne de raconter les événements précis et vous allez chercher le fil conducteur. C'est ça, on essaye, comme je disais, d'aligner une difficulté à une situation représentative. Ouais. Mais souvent, quand on est en difficulté, on n'a que des situations représentatives. Donc aujourd'hui, par exemple, on peut venir vous voir, prendre un rendez-vous chez le... Alors vous êtes praticien en résolution émotionnelle et on a des, comment dirais-je, des séances. On pratique des séances avec vous. Donc ça se passe en face à face et on raconte. Et comment vous interagissez avec nos problématiques dans ce cas-là? Par la parole aussi? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est essentiellement dans la parole. Simplement, moi, je ne recouvre pas ni d'un conseil, ni d'une façon de faire particulière. Oui. C'est simplement que... Et l'intérêt des séances, quand on en a fait 1, 2, 3, souvent pour régler quelque chose, il n'en faut pas nécessairement plus pour une seule difficulté. On peut se voir 1 ou 2 fois, 3 fois, puis... Après, on passe à une difficulté moindre. Oui. Et dans cette arborescence d'émotions qui pose problème, on s'aperçoit que les choses se calment, se réharmonisent très, très bien. Le temps travaille pour nous. Mais pour répondre à votre question exactement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment revivre sensoriellement en demandant à la personne d'arrêter de la discuter. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc d'être attentif à soi et à son corps. Sinon, on revient sur les types de problématiques. Parlons degré de gravité, j'ai envie de dire. Là, tout à l'heure, vous avez parlé d'une personne qui est tellement angoissée qu'il a du mal à parler. Donc, l'incapacité d'exprimer. Ensuite, vous avez donné un exemple d'une violence avec une assiette que l'on casse suite à un événement. Bon, la gravité peut être très élevée, le degré peut être très élevé. Je pense notamment à ce que la population israélienne a vécu le 7 octobre, le choc. Aujourd'hui, en Israël, il y a des tas de méthodes qui sont mises en application, créées, inventées, réinventées, pour venir en aide à des gens de plus en plus atteints et toujours atteints. Est-ce que ça peut être de ce niveau de gravité-là? Oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une méthode d'urgence. C'est-à-dire que si on n'attend pas, il est plus facile d'éteindre un feu d'allumette qu'un feu de forêt. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le temps qui passe entre la difficulté qu'on a ressentie et comment on vit, comme on croit qu'on vit, avec et combien de temps. Parce que quand on croit qu'on met ça de côté, on le met hors de son champ de vision. On met sous le tapis. Mais on le met effectivement, mais on le porte, le sac. Il est juste dans le dos, on ne le voit pas. Et en réalité, quand on remet les choses un peu en lumière, on n'y passe pas trop longtemps, on arrive à faire ça. Alors si, dans un cas d'urgence, ou sur le théâtre des opérations, alors pas immédiatement tout de suite, mais un petit peu en décalé de cela, en termes d'heures ou de jours, quand les choses redescendent un petit peu, on peut être très, très, très utile à ça. Alors, sur un plan purement neurologique, on s'adresse à une partie du cerveau et en réalité, la résolution émotionnelle est intéressante parce que elle
elle fonctionne sur une fonction naturelle que nous avons et qui s'affole un petit peu. Alors, c'est vraiment au centre du cerveau, c'est l'amygdale. Et la résolution permet de calmer l'amygdale. C'est le siège des émotions. Et alors, il n'y a pas beaucoup de méthodes qui font ça, mais c'est un peu le pendant de l'EMDR, une autre méthode qui s'adresse à cette partie-là du cerveau, mais qui permet de traiter souvent les traumatismes, les choses très, très traumatiques. La résolution émotionnelle permet d'agir pas nécessairement sur le traumatisme quand il est important comme ça, mais sur des choses qui se sont installées et qui disent pas leur nom. Sur la longueur. Voilà. C'est une méthode qui peut s'adresser à tous, même aux enfants. Ah oui. Oui, alors souvent, les enfants sont réceptifs. Les enfants sont réceptifs. Au récit. Ils ont leurs mots, ils ont effectivement parfois un registre lexical qui est étonnant. J'ai trouvé des adultes démunis en termes de vocabulaire et je me suis fait reprendre par un gamin de 11 ans sur une nuance absolument délicieuse. Alors monsieur, je ne dirais pas que c'est de la colère, je dirais que c'est plutôt de l'irritabilité. Et là, je vous assure. C'est un enfant de 11 ans. Et c'est un enfant de 11 ans. Formidable. Et voilà, donc c'est pour dire que les mots ont leur importance parce que effectivement, plus on a un canal important de mots, de vocabulaire, généralement, plus on arrive à expliquer les choses. Tout à l'heure, vous avez parlé d'autonomie. Est-ce à dire que lorsqu'on vient vous voir 1, 2, 3 séances, on a compris le système, le mécanisme, et que quand on a suffisamment de recul, on est capable de l'appliquer sur soi seul? Oui, alors ça, c'est un objectif que je me suis fixé et puis qu'on s'est un peu fixé avec l'APES, l'association des praticiens que je préside, parce que ça nous paraît logique de rendre les gens autonomes. Il n'est pas question de créer quoi que ce soit d'abonnement avec la méthode. Et c'est vrai une défaite presque. C'est ça. Pour nous, c'est vraiment vécu comme ça. Donc, on est vraiment dans l'idée de redonner de la liberté, parce que c'est ça qu'on fait. On libère les choses, on libère des phénomènes qui nous embêtaient. Et l'idée est celle-ci. Donc, c'est vrai qu'on se forme. Quand on l'a fait 2-3 fois, on comprend un peu plus le principe. C'est bien d'avoir consulté parce que on règle déjà des premières choses. Et puis, après, à comprendre comment ça fonctionne, on est capable d'auto-pratiquer, à condition d'avoir la présence d'esprit, de me dire, tiens, la machinette va me foutre en colère. Je vais me faire non pas une pause cigarette, mais une pause résolution. Et le temps de 30 secondes, je fais redescendre ça. Mais j'ai pas la même journée derrière. C'est une histoire de conscience. Il y a une histoire de conscience. Absolument. Et puis après, ça peut se voir aussi en une sorte de cure. Par exemple, je vais voir mon praticien en résolution émotionnelle là 2-3 fois ce mois-ci, par exemple. Et puis si j'affronte une autre problématique dans 6 mois, 1 an, mettons, je recommence. Ça peut se voir aussi comme cela. C'est ça. Et en fait, on prend les choses un petit peu comme elles se présentent. On est tellement meilleur à faire ça que de se martyriser, à essayer de conscientiser, d'intellectualiser. Là, on se fait beaucoup de mal à faire ça parce que souvent, on proroge le problème, alors qu'en réalité, quand il se présente et qu'on ressent, on ne sera jamais aussi bon qu'à ce moment-là, et qu'on ressent les choses dans le corps, là, elles ne se régulent pas. Elles se résolvent. Et d'ailleurs, on a évolué. Au début, on parlait de régulation émotionnelle. Et c'est vrai que, de façon assez collégiale, on s'est dit résolution, c'est plus vrai que régulation. C'est plus positif. Parce qu'on a revu des gens qu'on n'avait pas vus depuis 15 ans et à qui on pose des questions. Et c'est jamais revenu. Et c'est jamais revenu. Donc, il y a l'idée de résoudre. Résolution. Presque, je vais dire le mot guérison, mais entre guillemets, parce qu'on n'utilise pas ce terme-là quand on n'est pas dans le médical. Mais on a compris qu'on résout. On résout. Et vous parlez d'ailleurs dans votre livre de méthode révolutionnaire tout de même. Révolutionnaire. Donc, je quand même... est-ce à dire que l'expérience vous a montré que il y a une telle satisfaction des gens, un tel bien-être que pour vous, c'est vraiment révolutionnaire par rapport à d'autres méthodes qui peuvent être complémentaires, j'imagine. Oui. En fait, la complémentarité des méthodes, elle est utile et intéressante à comprendre parce qu'on va faire laquelle avant laquelle. Moi, je suis sophrologue depuis plus de 30 ans. Je l'ai utilisé dans le sport et au chevet des sportifs qui voulaient purement faire évoluer leur technique et leurs résultats. Donc, ça marchait très bien. Mais je restais toujours un petit peu sur ma faim sur des choses plus pathologiques.
Et quand j'ai découvert la résolution émotionnelle, j'ai trouvé une réponse absolument incroyable que je ne savais pas que je cherchais. C'est pour ça que je parle de sérendipité à un moment donné, parce que je me trouve à un endroit et je comprends que c'est ce qui me manquait, que je ne savais même pas que je le cherchais. Parce que là, c'était assez magique dans ce sens-là, parce que effectivement, là, j'ai trouvé qu'on était vraiment utile en profondeur, sans faire perdre de temps aux gens à se raconter, et ça, c'était chouette. Si je vous dis le mot liberté, est-ce que ça vous parle dans la résolution émémotionnelle ? Ah bah oui, c'est libérateur, c'est libérateur. Oui, c'est ça qu'on libère. Et d'ailleurs, parfois, il y a même des freins à ça, hein, c'est-à-dire que les premières séances peuvent être impressionnantes, parce qu'on règle les choses, on rentre un peu dans le dur. Et on pleure beaucoup, j'imagine. Parfois oui, parfois pas du tout. Et j'ai même des gens j'ai même quelqu'un qui est venu me dire alors j'arrive pas à pleurer, donc je viens vous voir parce que je suis peut-être un peu sec. Et là je dis d'accord, mais vous voulez pleurer, pourquoi voulez-vous pleurer? Et donc c'était très intéressant de continuer comme ça, parce que c'est quelqu'un qui précisément se sentait coupé de ses émotions, mais parce qu'elle faisait peur, parce qu'elle faisait mal. Et donc, quand on est allé trouver un petit peu l'origine des choses, que ça a été vécu, revécu, effectivement, bon, ça fait moins mal. Et oui. Et progressivement, c'est ce qui se passe dans les séances, c'est-à-dire qu'elles sont moins impressionnantes. Vous faites tomber un petit peu les murs. C'est ça. Alors, tout à l'heure, et pour refermer, parce que ça passe très vite, cette émission avec vous, cher Franck Andersen, d'abord, je vais redonner le titre de votre livre, La résolution émotionnelle, absolument à découvrir. C'est pédagogique parce que c'est vrai que c'est novateur pour pas mal de gens. Donc, vous l'avez popularisé à travers votre association, des praticiens en santé émotionnelle. Donc, c'est aux éditions Le Duc. Tout à l'heure, vous avez parlé, j'ai évoqué le fait que vous avez mis à jour aussi cette association entre mouvement, émotion. Racontez-nous un petit peu, parce que vous êtes un grand, comment est-ce qu'on appelle ça, les patins roulettes, le roller. Oui, j'ai fait du roller toute ma vie. J'ai même passé le brevet d'État. C'est pas parce que j'avais du temps à perdre, mais c'est parce que il y a très très longtemps, il y a plus de 30 ans, je voulais vivre de ça. J'ai réussi à vivre de ça. Et vous avez réussi à vivre de ça. Alors, en quoi ça vous aide très rapidement? Non, mais l'idée de faire rejoindre la résolution émotionnelle de ça à un moment donné, c'est que on peut avoir un problème avec l'espace public, on s'expose aujourd'hui à un certain danger avec la multiplicité des mobilités, justement, vélo, trottinette et autres et tout. Et il y a effectivement des personnes qui ont peur de se déplacer, soit parce qu'elles ont eu un véritable accident, soit parce qu'il y a une crainte, tout simplement. Donc j'ai effectivement bravé ça. Voilà, j'ai couplé un petit peu sophrologie à ce moment-là et roller. Donc voilà. Eh bien, c'est merveilleux. On fera tous du patin à roulettes alors pour aller mieux. Merci infiniment, Franck Andersen, qui est praticien, formateur, spécialiste en résolution émotionnelle, que vous retrouvez à travers ce livre, La résolution émotionnelle, aux éditions Le Duc. À très bientôt sur notre antenne, cher Franck. Merci, Léa. Merci beaucoup. Radio J.